Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, je vais vous parler effectivement de recherche clinique. Alors, on va surtout aborder les choses d'un point de vue très opérationnel. Hein. Qu'est-ce que c'est que la recherche clinique, une définition, et puis comment ça se passe, un essai clinique pour un patient. Autour de la réglementation également, quelques notions de pour qui, quels sont les patients qui sont concernés. Alors, avant d'aborder tous ces points, hein, qui sont le pourquoi, le pour qui et le comment, quelques éléments un petit peu pour vous rendre compte. Alors, j'ai extrait du site de l'INCa pour un bilan de budget 2017. Alors, vous voyez sur ces diapositives un petit peu la part des différentes activités en termes de recherche et en termes d'investissement. Alors vous voyez, il y a deux choses qui sont frappantes, hein, sur le schéma. C'est déjà le financement, le maximum est mis sur la partie traitement avec 29% du financement et 21% sur la partie biologie qui correspond à l'étude assez vaste des mécanismes de la cancérogenèse, de la compréhension de la biologie du cancer. Et puis vous voyez un autre chiffre qui est intéressant et significatif, c'est qu'on a finalement assez peu de recherche en termes de prévention, puisque c'est seulement 0,3%. Voilà, donc c'était une remarque un peu pour vous expliquer comment, enfin les différentes thématiques de recherche, comment ça s'organise. Et puis, deuxième chose, toujours dans ce bilan, vous voyez que toujours en termes de pourcentage d'investissement, vous avez une majorité d'investissement qui se fait sur tout ce qui est non spécifique. Et puis ensuite, l'hématologie et le cancer du sein représentent les deux postes de financement qui sont les plus importants. Et viennent ensuite le poumon, les cancers tête et cou, et le système nerveux central. Voilà. Donc, en préambule, donc vous voyez déjà, vous avez déjà une petite idée de, au niveau de l'INCa, quels sont les budgets majoritaires en termes de recherche. Deuxième chose, avant de parler de recherche clinique, de rentrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce que c'est que cette recherche clinique. Et aujourd'hui, vous entendrez beaucoup parler de recherche impliquant la personne humaine. Donc c'est la nouvelle définition de cette recherche clinique d'après le Code de la santé publique. Alors vous avez tout un chapitre, hein, qui se trouve dans le livre premier et au niveau du titre 2. Vous avez tout un chapitre qui est consacré à la recherche clinique et vous avez toute la réglementation qui est décrite. Et lorsque vous commencez à lire, vous tombez sur un premier article qui nous donne une définition. Et il y a deux éléments importants dans cette définition qui caractérisent bien ce que c'est qu'une recherche impliquant la personne humaine. Ce sont deux choses. D'une part, ce sont des recherches qui sont organisées et qui sont pratiquées sur l'être humain. Première chose, donc on est bien sur l'être humain. Et la deuxième chose, il y a un objectif très particulier, c'est le développement des connaissances biologiques ou médicales. Donc, si on n'a pas les deux conditions-là, on ne peut pas parler de recherche impliquant la personne humaine et de recherche clinique. Deuxième chose aussi très importante, depuis la dernière loi Jardé, donc là qui a été mise en application en 2016, vous avez des catégories maintenant de recherche. Donc il faut bien connaître parce qu'on les retrouve dans toutes les documentations sur les essais cliniques et ça nous amène à comprendre assez rapidement que le législateur a voulu faire ces catégories en fonction surtout du risque de ces recherches. Alors vous avez tout en haut, les recherches dites interventionnelles, qui sont des recherches qui comportent une véritable intervention. Alors c'est là-dedans qu'on va trouver toutes les recherches sur les médicaments, sur les dispositifs médicaux. En deuxième catégorie, des recherches interventionnelles dites à risque et contraintes minimes. Donc pour vous en donner des exemples, ce sont des recherches dans lesquelles on a une simple prise de sang, par exemple. Et la troisième catégorie, ce sont toutes les recherches dites non interventionnelles. Elles ne comportent aucun risque ni contrainte pour les patients. Donc, en fait, ce sont tous les actes qui sont pratiqués, les produits utilisés de manière habituelle. Donc là-dedans, on est dans toutes les recherches qui sont plutôt des recherches de relevé de données, par exemple, des recherches plus observationnelles.
Alors, toutes ces catégories-là, la réglementation ensuite est déclinée autour de ces catégories. Et plus évidemment on se trouve dans la catégorie 1, plus l'organisation, plus les autorisations, plus l'ensemble de toute la documentation va être complexe et va être très... comment dire, il y aura le plus de choses qui vont être développées. Alors, les conditions requises. Alors ça, c'est aussi très important, c'est un concept de base pour toutes la recherche clinique. On ne peut pas imaginer démarrer une recherche impliquant la personne humaine s'il n'y a pas au moins 3 choses évidentes. La première, on doit toujours partir d'un état de l'art, de faire un état des connaissances scientifiques qui sont déjà connues, ce qui est déjà en particulier en termes de situation préclinique, de façon à ne pas, d'une part, refaire quelque chose qui existe déjà, bien sûr, mais aussi avoir une connaissance suffisante pour être en maximum de sécurité pour la suite. Deuxième chose, on ne fait jamais une recherche si le risque prévisible, donc bien sûr on ne parle pas des choses qui ne sont pas connues, mais le risque prévisible encouru par les personnes n'est pas hors proportion par rapport aux bénéfices. Donc on va voir qu'on va effectivement toujours faire pencher la balance dans le sens du bénéfice. Si on a un quelconque doute, on ne démarre pas ces recherches. Et ensuite, bien sûr, on l'a vu, c'est dans la définition de base, on va vouloir étendre des connaissances scientifiques sur l'être humain et sur les moyens susceptibles d'améliorer sa condition. Donc voici les conditions requises. Autre chose, un dernier point important, quand on conçoit la recherche, donc au démarrage, on est très attentif à ce que cette recherche ne génère pas soit des douleurs, soit des désagréments, mais également tout autre type d'inconvénients qui seraient disproportionnés et qui ne seraient pas compatibles avec le respect de la personne humaine. Donc, en résumé, donc vous voyez que cette recherche clinique, elle est très centrée sur l'intérêt des personnes, qui va toujours primer, que ce soit dans sa conception, mais au moment de sa réalisation. Et elle ne démarre que si on est capable d'avoir des conditions qui sont remplies correctement pour la réalisation de cette recherche. Et on s'engage à maintenir ces conditions tout au long de la réalisation de la recherche. Donc, je l'ai dit, donc, très important à retenir, le bénéfice, toujours important, plus important que le risque. Alors, un petit clin d'œil sur la stratégie globale de l'Institut Curie, avec un patient qui est au cœur de nos projets institutionnels et notre programme médical scientifique qui allie de façon intéressante, de façon à accélérer l'innovation, les forces du centre de recherche et les connaissances de base qui constituent notre rationnel et notre état de l'art pour les mettre au service du patient et les transférer d'un point de vue technique à l'ensemble hospitalier et qui constituent la conception de nos essais cliniques. Donc on parle de continuum soins-recherche. Alors donc la recherche clinique, on va répondre aux 3 questions. Donc la première question, pourquoi cette recherche clinique? Eh bien, donc enrichissement des connaissances biologiques et médicales, toujours la même définition, mais c'est aussi une recherche qui permet de comprendre des mécanismes, comprendre ce qu'est la maladie. Elle est aussi tournée vers la prévention, elle est tournée vers la détection, le dépistage et enfin sur les soins. Donc c'est un champ qui est quand même extrêmement vaste et qui va aussi permettre, au travers du mot soigner, d'améliorer la prise en charge et les traitements des patients.
Alors, je vais donner des exemples donc, de pourquoi cette recherche clinique. Par exemple, on peut évaluer tout un tas de choses. Alors, c'est très vaste, le champ des RIPH, vous voyez. Donc, ça, ce sont quelques exemples. Alors, par exemple, ce que vous connaissez peut-être le plus, c'est l'efficacité de nouveaux médicaments, de nouveaux produits, aussi bien contre la maladie et ses effets secondaires, mais il y a tout un champ qui se développe énormément qui concerne les dispositifs médicaux. On peut associer différentes techniques de soins, alors ce qu'on appellera des stratégies thérapeutiques, donc des combinaisons de traitements, soit des nouveaux produits, mais également combinés avec de la chirurgie ou de la radiothérapie. On peut essayer d'explorer, évaluer des nouveaux modes d'administration. Donc c'est l'exemple, quand on passe de l'intraveineux, par exemple, à tout ce qui est péros. On peut être amené aussi à travailler en recherche clinique sur des nouvelles techniques de diagnostic. Je pense essentiellement à tout ce qu'on fait en imagerie, des nouvelles séquences d'IRM par exemple, ou des nouvelles technologies de radiologie. Et puis aussi un champ énorme au niveau de la biopathologie, de recherche en biologie moléculaire, de nouveaux biomarqueurs par exemple, ou de signatures moléculaires. Et puis vous avez des techniques aussi, des techniques de chirurgie, des techniques de traitement, des techniques de radiothérapie qui sont étudiées de façon isolée. Et tout un champ aussi qui se développe aujourd'hui en recherche clinique qui est le domaine des sciences humaines et sociales. Donc là, on est amené à étudier la qualité de vie des patients. Par exemple, donc on a vu qu'effectivement, on essayait d'avoir toujours un bénéfice qui était supérieur au risque. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que cette qualité de vie, on l'apprécie en même temps qu'on étudie des traitements, de façon à voir si on n'a pas une efficacité d'un traitement au détriment d'une qualité de vie. Et puis, le champ aussi de tout ce qui est apport des soins de support. Alors, apport des soins de support, les typologies de soins de support, mais aussi tout un tas d'autres possibilités comme de la nutrition, comme de l'activité physique adaptée. On étudie beaucoup aussi ce champ en recherche clinique. Alors, on peut étudier aussi d'autres choses. On peut être amené à étudier des groupes de population pour améliorer les connaissances, pour mieux comprendre la maladie. Donc on se focalise soit sur une pathologie donnée ou sur des patients de façon plus spécifique encore, sur des patients qui présentent des caractéristiques, par exemple, de biologie moléculaire particulière. On peut être amené à étudier les effets secondaires des traitements, se mettre un focus vraiment là-dessus. Tout ce qui est pharmacocinétique, c'est-à-dire étudier vraiment comment se comporte le produit dans l'organisme, et puis des marqueurs, des signatures moléculaires. Donc voilà, tout ça, c'est le champ de la recherche clinique. Alors, quel est l'intérêt, le pourquoi vraiment profond? Eh bien, c'est surtout l'accès à des traitements, des stratégies thérapeutiques qui sont innovantes, de manière, on espère, la plus précoce possible, et sur tout le territoire, parce qu'effectivement, l'avantage d'avoir des réseaux, un réseau par exemple comme Unicancer, l'Institut Curie fait partie d'Unicancer, tous les centres de lutte contre le cancer font des essais cliniques, se mutualisent leurs efforts pour faire des essais cliniques au niveau national. Alors, un gain en rapidité et en qualité. Alors, en rapidité, bien, on va voir qu'effectivement, les essais cliniques, en particulier avec les nouveaux traitements qui sont proposés dès leur phase précoce, ça permet effectivement de gagner du temps par rapport à un médicament et sa mise sur le marché qui a lieu souvent entre 6, 8, voire 10 ans après. Et un gain en qualité, alors la recherche étant quelque chose de très très encadré, le parcours du patient dans un essai clinique est quelque chose d'extrêmement structuré, d'extrêmement contrôlé, d'extrêmement suivi, puisqu'on a des recueils de données tout au long du parcours, ce qui fait qu'il y a un gain énorme en qualité dans le suivi du patient. Alors voilà une
une petite synthèse sur quelque chose que vous connaissez sans doute, sur les différentes phases de développement d'un médicament, depuis la phase 1, qui est vraiment la phase précoce, où on va vraiment rechercher la dose d'utilisation du médicament, en passant par une phase 2, qui, elle, est plus liée à une recherche d'efficacité, et enfin une phase 3, qui va nous permettre de valider sur un grand nombre de patients le nouveau standard, c'est-à-dire que le produit est comparé au traitement qui est en vigueur. Alors vous voyez que, en fait, ce qui se passe, plus on avance dans les phases, de la phase 1 jusqu'à la phase 3, plus le nombre de patients augmente et plus la durée de la recherche augmente. Donc la phase 1 étant la phase où le produit est encore dans sa phase la plus innovante, et vous avez tout au long du développement du médicament, du nouveau produit, et jusqu'à l'amener jusqu'à son autorisation de mise sur le marché, vous avez des autorisations pour chaque phase de l'essai clinique. Alors souvent la question que posent des patients, est-ce qu'un patient participe à tous les essais? Bien sûr que non. Il participe soit à la phase 1, la phase 2 ou la phase 3. Donc l'ensemble prend... alors ça dépend des produits, mais il faut compter 6-8 ans, parfois plus. Alors une chose aussi très importante, c'est que par rapport à un traitement classique qu'on pourrait donner, qui est avec un produit, un médicament qui est déjà sur le marché, un produit qui est en recherche clinique ou un essai clinique, il y a un véritable bénéfice à la fois pour le patient lui-même, mais aussi pour la communauté des patients. C'est-à-dire que ça allie les deux choses, puisqu'on a vu que la recherche clinique, ça permettait non seulement d'étudier des nouveaux produits et des nouvelles stratégies, mais également des groupes de population. Ça nous permet d'avancer sur la connaissance de la maladie. Et c'est quelque chose, c'est une démarche qui a un caractère altruiste. Alors pour qui maintenant? Deuxième question. Est-ce que tout patient peut participer à un essai clinique? La réponse est non. Parce que pour tout essai clinique, on écrit un protocole et le protocole décrit un certain nombre de choses, dont les critères d'inclusion et de non-inclusion. Donc un patient ne va pouvoir être éligible que s'il répond à ces critères, à la fois d'inclusion et de non-inclusion. Autre chose aussi, évidemment, seuls les patients qui ont consenti, qui ont donné leur consentement, et je vous réexpliquerai un petit peu plus tard ce que c'est que le consentement, et vous donner des exemples de ce qu'on fait à l'Institut Curie sur ce type de documents. Donc seuls ces patients qui ont consenti peuvent participer. Avant de pouvoir intégrer la totalité du parcours dans l'essai clinique, il y a des examens spécifiques qui sont faits souvent à l'entrée pour déterminer un certain nombre de paramètres médicaux ou des paramètres biologiques. Il ne faut pas oublier que l'essai se déroule toujours dans un lieu précis. Alors, par rapport à ce lieu, plusieurs choses. Soit il s'agit d'un centre qui est spécialisé dans le traitement du cancer et sauf pour les essais de première administration à l'homme, le centre est considéré un centre expert, donc de droit, il n'a pas besoin d'autorisation particulière puisque les médecins sont reconnus comme étant des praticiens totalement experts dans le traitement de la pathologie. Par contre, si cet essai se déroulait dans un autre endroit, il faudrait avoir obtenu des autorisations de lieu très précises. Deuxième chose, quand on est dans les premières administrations chez l'homme, il y a des autorisations, là personne n'y échappe, on a des autorisations très particulières pour garantir toute la sécurité du patient lors de l'administration du produit. Et de toute façon, au final, c'est toujours le médecin qui décide et qui valide l'inclusion du patient. Donc, en résumé, un objectif précis avec un protocole, et certains patients vont pouvoir intégrer l'essai et pas d'autres. Troisième chose, le comment. Alors le comment, on va détailler. Donc, il faut avoir
tête que c'est de toute façon, la recherche, c'est quelque chose de très, très, très encadré. Il y a des textes qui sont très précis pour tout le détail y est, et on est tenu de respecter à la lettre la totalité de ce qui nous est imposé dans le Code de la santé publique. Alors, quelques questions que vous pouvez vous poser. Qui initie les recherches impliquant la personne humaine? C'est ce qu'on appelle des promoteurs. Donc l'Institut Curie est promoteur d'un certain nombre d'essais. Donc le promoteur, c'est lui qui prend l'initiative de la recherche, qui va la mettre en œuvre et qui va assurer son financement. Donc ce promoteur, il peut être de différents types. Il peut être soit un établissement de santé comme l'Institut Curie, mais ça peut être aussi des institutions de recherche, ça peut être des groupes coopérateurs, ça peut être aussi des laboratoires pharmaceutiques. Donc le promoteur, par exemple à l'Institut Curie, on a un label Direction de la recherche clinique et de l'innovation. Donc c'est notre activité de promotion, elle est pilotée avec un label, avec un relevé d'activité régulier par rapport à tous les essais cliniques qu'on conçoit et qu'on réalise. Alors ces recherches-là, elles sont bien entendu, elles peuvent être réalisées sur le territoire national en France. La plupart du temps, c'est quand même le cas, mais on est de plus en plus tourné aussi vers l'international, que ce soit au niveau européen, mais aussi hors Europe. Alors c'est le cas particulier de recherches qui ont besoin d'un très 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 grand nombre de patients, ou bien des recherches par exemple sur des maladies rares. Alors, dans les instances qui sont très très importantes pour pouvoir commencer un essai clinique, il y a donc le comité de protection des personnes. Donc, organe totalement indispensable qui donne un avis préalable avant de démarrer une recherche. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas d'hier, mais aujourd'hui, c'est un système de tirage au sort. C'est-à-dire que les dossiers qui sont préparés pour la soumission à ce comité de protection, qui nous donne un avis vraiment sur tout ce qui est éthique, on va voir un peu tout ce qui regarde, c'est un avis, alors il nous rend un avis favorable, donc ça se fait sur une plateforme électronique maintenant en France, et il y a un tirage au sort de façon à contrecarrer un système qui était lent, parce que je parler de l'ancien système, qui est un système où le CPP était attribué, était régional. Donc, avantage, inconvénient, je ne sais pas, en tout cas, inconvénient, ce qui a motivé le changement de système, c'est que le CPP, on s'habituait à ce CPP et il y avait peut-être, on pouvait imaginer que 10 ou 15 ans après, il y avait peut-être un esprit critique qui était différent, qui s'amenuisait. Donc là, tout est remanié, mais le système n'a pas été jugé complètement satisfaisant parce que c'était... Alors, si on pouvait parler d'un inconvénient, de dire... l'habitude se faisait entre le promoteur et le CPP. L'autre avantage, c'est que le CPP se spécialisait et surtout avait une acquisition au fur et à mesure de la lecture des protocoles avec un certain niveau d'expertise. Alors aujourd'hui, on est revenu un peu en arrière. On va continuer à tirer au sort, mais on va déclarer des centres, des CPP qui seront plus ou moins experts. Donc, par exemple, dans le cas qui nous préoccupe, on va avoir des comités de protection qui seront experts en cancérologie, de façon à ce qu'ils puissent relire et juger les dossiers de façon beaucoup plus aisée. Alors voilà sur quoi ils se prononcent. Alors il y a beaucoup de choses. Ils ont acquis des compétences qui ont été encore augmentées en matière notamment de protection des données personnelles du patient, mais aussi de méthodologie. Alors, ils regardent évidemment, bien entendu, la protection du patient. En termes, surtout, il y a une dimension éthique importante. Mais ils vont regarder tout ce qui est qualité des informations. Alors, la qualité des informations, c'est ce qu'on trouve dans les notes d'information et dans le consentement du patient. Donc, ils s'attachent à voir que ce soit quelque chose de bien exhaustif, que ce soit quelque chose de clair, de compréhensible par le patient, que le langage soit totalement adapté, que la recherche soit correctement justifiée, de façon à ce que le patient puisse donner correctement son consentement. Il y a toujours un délai de réflexion avant de pouvoir
participer et il y a une période d'exclusion de participer à une autre recherche. Donc tout ça doit être indiqué dans le document. Même chose pour la pertinence de la recherche, une grande sensibilité sur l'adéquation entre les objectifs et les moyens et la qualification des investigateurs. Donc les investigateurs, pour pouvoir inclure les patients dans les essais cliniques, donnent leur curriculum vitae et doivent justifier de certificats particuliers de formation à la recherche clinique, mais également d'expérience, doivent justifier de leur expérience en essais cliniques. Les montants, les modalités d'indemnisation des participants, si c'est pertinent. Donc, il n'est pas normal que les patients, par exemple, soient obligés de payer. Si quelqu'un un jour propose un essai clinique et avec un paiement des produits, par exemple, c'est totalement anormal, c'est complètement contre la loi. Parce que je fais allusion à ce que j'ai vu il y a récemment avec des difficultés sur un essai clinique qui avait quelques difficultés en termes de législation. Les patients devaient payer pour les produits, mais ça c'est absolument inouï que ça puisse se produire. Donc les modalités de recrutement, avec les critères d'inclusion et d'exclusion, on l'a vu, la pertinence scientifique et éthique du protocole. Par exemple, si en particulier on demande une collection biologique qui est adossée au protocole, est-ce qu'elle a un sens ? Est-ce qu'elle est pertinente? La méthodologie, donc ça c'est le domaine de tout ce qui est statistique, méthodologie, donc c'est le calcul, c'est le nombre de participants qui va découler de cette analyse méthodologique. C'est le design aussi de l'essai. Est-ce qu'on va être sur un essai ouvert? Je ferai une petite aparté sur la partie randomisation. Et est-ce qu'il y a besoin d'un comité de surveillance indépendant? Donc les comités de surveillance indépendants sont des comités qui sont constitués au démarrage de l'essai avec des experts du domaine, mais également les personnes qui pilotent l'essai clinique, et s'il y a des décisions à prendre importantes en cours d'essai clinique, ce comité se réunit et va donner un avis en fait sur la poursuite ou non de l'essai. Alors, autre élément crucial, donc pour pouvoir démarrer un essai clinique, donc on a vu l'avis favorable du comité de protection des personnes, qui est indispensable avant de démarrer, et l'autre avis, qui est celui de... en fait, c'est pas un avis, c'est une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est valable uniquement pour la catégorie 1 des RIPH, en particulier pour tout ce qui est médicaments, mais aussi dispositifs médicaux et tout ce qui est essais cliniques sur les hors produits de santé. Donc là, cette autorisation de l'ANSM, elle suit un processus extrêmement codifié, avec un remplissage d'un dossier qui est particulièrement complet. On reprend un certain nombre d'éléments du CPP, mais il y a c'est une instance qui s'attache énormément à la sécurité du patient, et notamment qui va demander énormément de choses sur le produit. Quand il s'agit d'un médicament, ils vont être très attentifs à ce qu'on fournisse tous les éléments dont on dispose sur les risques que pourrait courir le patient lors de l'administration du produit, avec notamment les documents comme une brochure investigateur ou bien des connaissances. Enfin, ils vont s'attacher à tout ce qui tourne autour de la vigilance, la pharmacovigilance pendant l'essai. Alors du côté du patient, donc lui, il va recevoir, avant d'être inclus, il va recevoir une note d'information, donc qui va être la plus complète possible, comme on l'a vu. Elles sont évidemment, cette note d'information, elle va être produite, donnée au CPP et à l'ANSM. Et quelque chose de très important qui maintenant commence à être vraiment... En tout cas, l'Institut Curie, c'est quelque chose qu'on fait couramment depuis des années. Les notes d'information sont relues par des comités de patients, en particulier le comité de patients de la Ligue. Et ce comité nous critique de façon très approfondie cette information, avec notamment des remarques sur le langage, sur les tournures, sur des demandes d'explications plus importantes sur le déroulement de l'essai. C'est quelque chose de très très enrichissant, cette communication avec ces patients, parce qu'ils nous ont fait beaucoup progresser dans la façon dont on aborde et qu'on propose les choses.
Alors, la note d'information et son contenu, donc voilà, ça reprend, vous voyez donc là un exemple de projet sur lequel on est en train de travailler. Donc voilà, ça se présente de cette façon. Donc voilà, vous allez participer à tel essai. On vous demande de lire évidemment attentivement l'ensemble de la note d'information. On se tient à votre disposition si vous avez des questions pour y répondre. Et ensuite, on amène effectivement aussi l'idée qu'on va expliciter chaque mot au travers d'un dictionnaire. Et on explique très tôt que le patient est totalement libre de refuser de participer sans avoir de difficultés particulières pour sa prise en charge. Et on lui explique sur quel lieu on va le prendre en charge. Et puis vous voyez, vous avez toutes ces rubriques-là qui sont détaillées avec peut-être on insiste beaucoup sur ses droits. On a un paragraphe sur ses droits, on rappelle la réglementation. On a un chapitre sur la protection des données personnelles. On lui laisse toujours un contact au patient en cas de difficulté avec un numéro de téléphone. On doit aussi être très attaché à lui expliquer comment ça va se passer, c'est-à-dire quelles sont les contraintes, quel est le calendrier, quelle est la durée de participation, et est-ce qu'il y a par exemple des alternatives médicales aussi. Et on s'attache à regarder tout ce qui est bénéfices et contraintes. Alors, de toute façon, dans tous les cas, le langage doit toujours être clair et adapté, d'où l'intérêt de la relecture par nos comités de patients. Deuxième chose, est-ce que le patient est libre? Donc oui, bien entendu, de participer ou non, bien sûr. Donc pour cela, il doit avoir un délai de réflexion. Donc en général, on va voir que ça se passe en plusieurs temps. Il y a déjà une proposition, une explication. Il y a un délai de réflexion. Puis ensuite, il revient souvent à une consultation ultérieure. Et là, s'il a des questions, il peut à nouveau revoir avec le médecin. Et ensuite, il rentre seulement à ce moment-là. Il est inclus dans la recherche. Bien entendu, il a toute liberté de refuser, non seulement au démarrage, mais également il peut retirer à tout moment son consentement et sortir de la recherche. Le tout étant bien entendu sans aucune pénalisation, ni sur sa prise en charge de maladie, ni sur ses relations, que ce soit avec l'équipe soignante ou avec le médecin. Alors voilà un exemple de formulaire de consentement tel qu'on le propose à nos patients à l'Institut Curie. Alors vous voyez donc à la fin de la note d'information, il y a un rappel en fait de ce sur quoi le patient s'engage. Et puis on a toujours des cases particulières sur lesquelles le patient aussi, on l'interroge. Est-ce qu'il est d'accord, par exemple, pour qu'on réutilise certains échantillons ou des données pour des recherches ultérieures, par exemple? Donc là, c'est quelque chose qui est explicite et sur lequel il peut accepter ou refuser. Et c'est un document qui est doublement signé, à la fois par lui-même, mais également par le médecin. Alors, également, ce qui suscite souvent une question de la part des patients, c'est cette histoire de randomisation et de tirage au sort. Alors, ça a lieu dans les essais, plutôt les phases 2 et les phases 3, et souvent d'ailleurs les phases 3, quand on est sur un produit qui a déjà montré son efficacité, mais pour lequel on veut vraiment être sûr de sa validation. On va proposer, pour avoir un niveau de preuve très élevé et de façon à avoir des groupes comparables et de ne pas introduire des biais dans la méthodologie, on va, puisqu'après tout, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche et on ne sait pas sur une population élargie, ce produit est aussi bon que le traitement standard, on peut être amené à le comparer au traitement standard et on va donc faire 2 groupes et l'attribution du traitement va se faire par les lois du hasard. Donc aujourd'hui, c'est totalement automatisé. Ça se fait avec des outils informatiques. Et le patient va recevoir tel ou tel traitement. Alors quand on est en plus en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne va pas avoir du tout connaissance, ni le médecin, du type de traitement, eh bien, tout est numéroté. Et donc le patient va se voir attribuer l'un ou l'autre des produits. Et ça peut être aussi contre rien, c'est-à-dire quand on a une situation où on n'a pas de traitement particulier, on donne
on attribue de façon au hasard soit le nouveau traitement, soit rien. Alors ça permet d'avoir des niveaux de preuve élevés et ça permet de valider l'efficacité du produit à grande échelle. Alors, aussi, il faut souligner le travail de toutes les équipes qui participent à la prise en charge du patient dans ces recherches. Alors, c'est vraiment une prise en charge qui est très, très, très pluridisciplinaire. Donc, autour du médecin investigateur, qui est vraiment le responsable de la mise en œuvre de la recherche, il y a, on l'appelle l'investigateur principal dans un établissement hospitalier. Il y a de nombreux autres spécialistes, praticiens, qui, selon le protocole, interviennent à différents niveaux. Je pense notamment souvent aux radiologues et aussi aux biopathologistes, tout ce qui est aussi spécialiste en biologie moléculaire, le pharmacien, quand il y a des produits à administrer. Alors lui, il est donc garant à la fois de la réception du produit, de son stockage, mais également de son conditionnement, de sa préparation et de sa dispensation. Et puis, on surveille, on a toute une partie, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire que pendant l'essai clinique, on va surveiller tous les événements indésirables. En particulier, ceux qui nous intéressent, évidemment, ce sont tous ceux qui ne sont pas encore connus et qui font l'objet de relevés très, très méthodiques dans des bases qui sont des bases européennes et qui permettent aussi de diffuser l'information à l'ensemble de tous les centres, mais également des centres qui participent à l'essai dans lequel on est, mais également pour tous les essais cliniques qui sont en cours sur le produit. Alors ensuite, on a des personnels dédiés, comme les infirmières de recherche clinique et les assistantes et les techniciennes de recherche clinique. Alors les infirmières de recherche clinique, elles sont sur le terrain auprès des patients. Elles assistent les médecins pour leur redonner l'information et pour répondre aux questions des patients s'ils le souhaitent. Mais il y a aussi, elles interviennent sur des actes particuliers, comme certaines prises de sang ou prises de constantes et de paramètres. Elles aident le médecin sur le terrain. Et puis les assistantes et les techniciennes de recherche clinique, c'est ce qu'on appelle les ARC, les techs. Ce sont des personnels qui organisent, qui mettent en place, qui organisent les essais cliniques dans les hôpitaux et qui sont garants de la bonne organisation, mais également du suivi du protocole et également du relevé des données et de la qualité du relevé des données. Et puis les assistantes médicales qui interviennent aussi pour notamment, par exemple, l'organisation du parcours patient et de la prise de rendez-vous. Alors voilà le parcours assez classique qu'on a essayé de modéliser dans un essai clinique, qu'on retrouve à peu près de façon générique. Alors nous, on a la chance à l'Institut de Curie d'avoir des unités d'investigation clinique qui sont des unités de lieu dans lesquelles les patients sont pris en charge, principalement pour les essais de phase précoce, mais pas que. Alors vous voyez que le patient à qui on peut proposer un essai clinique comme une alternative de traitement parmi d'autres, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire, va se voir lors d'un premier rendez-vous proposer l'essai clinique avec une première information, puis après un délai de réflexion, il va revoir le médecin, pouvoir poser ses questions. Et le médecin va enclencher après la signature du consentement un certain nombre d'examens pour pouvoir l'inclure définitivement. Puis ensuite, on commence par les différentes administrations et le déroulé du protocole avec un suivi particulier, notamment d'examens médicaux, de relevés d'événements indésirables. Et jusqu'à, alors ce sont des consultations qui sont régulières, qui sont dit, nous, dans notre jargon, protocolisées. Elles sont définies dans un calendrier bien précis dont le patient a connaissance. Et puis ensuite, jusqu'à la sortie d'études. Alors soit parce que le patient, malheureusement, ne répond pas au traitement, ou parce que tout simplement, il a terminé les administrations et que ça a bien fonctionné, ce qu'on espère, évidemment. Voilà pour le parcours. Alors après, donc là, c'est à titre vraiment d'information. Si vous voulez en savoir plus, vous avez beaucoup de sites vous avez déjà un petit livret au niveau du site de l'INCa qui commence à dater un petit peu, parce qu'il est malheureusement de 2015, mais il y a pas mal d'informations. Mais dedans, il y a quand même... alors, on ne parle pas encore, c'est l'ancienne législation, mais il y a quand même pas mal d'informations sur la participation du patient, on explique le vocabulaire. Le site de la
la Ligue contre le cancer, je vous donne des exemples. Les registres, là où vous trouvez la liste des essais cliniques qui sont disponibles. Alors le registre des essais cliniques de l'INCa, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi celui de la NSM. Vous avez le site de l'ARC. Vous avez aussi alors, le site international de l'enregistrement de tous les essais cliniques, alors en France et ailleurs, alors qui est un site qui est un petit peu compliqué pour les patients, qui est souvent plutôt utilisé pour les professionnels parce que c'est un site en anglais. Mais là, on y trouve absolument tout. Et vous avez non seulement le résumé de l'essai clinique, mais vous avez l'endroit où se déroule l'essai. Vous avez les différents objectifs. Vous avez le design de l'essai. Il y a beaucoup d'informations. Et puis, un petit clin d'œil sur notre organisation. Hein, donc, on a énormément... Qu'est-ce que ça représente à l'Institut Curie, c'est 2400 patients environ inclus tous les ans. Ce sont les chiffres de 2018 sur 200 essais qui sont ouverts avec un taux d'inclusion. Donc, sur l'ensemble de notre file active de 14 000 patients, c'est 17%. Des patients qui sont avec une soixantaine d'études qui sont conçues à l'Institut Curie, et il y a potentiellement plus de 300 médecins qui peuvent participer, enfin qui peuvent être investigateurs dans les essais. Et c'est une recherche qui est très structurée, avec des structures opérationnelles dont je suis responsable, avec un centre de recherche clinique dont font partie les UIC, mais également toute une unité qui est là pour faire de la promotion interne des essais. Et nous avons une certification ISO 9001 qui nous permet de travailler sur l'amélioration continue et sur la sécurité et la satisfaction à la fois des promoteurs qui nous confient des essais, mais également par rapport à nos patients et nos coordonnateurs. Alors, je termine par un petit clin d'œil aussi sur et si on allait plus loin. Alors, là, on a parlé de ce qui était structuration habituelle, hein, donc de la recherche clinique. Et en ce moment, on est en train de travailler sur un projet patient partenaire. Et c'est un projet qui est décliné en 4 parties, soins, enseignement, recherche et e-santé. Et on a voulu volontairement élargir ce projet patient partenaire à la recherche et essayer de savoir comment on pourrait mieux impliquer nos patients qui jusqu'alors, je vous l'ai présenté, relisent les notes d'information, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas être un peu plus encore acteurs dans notamment le déroulement des essais? Est-ce qu'ils pourraient nous aider lorsqu'on conçoit, nous, finalement, tout un parcours patient? Est-ce qu'on est toujours bien adéquat? On a commencé un travail sur la communication aussi, par rapport à notre site internet, où on sait qu'on a un site qui n'est pas du tout adapté, avec des premiers retours du comité des patients de l'Institut Curie. Alors, c'est ce comité de patients qu'on a sollicité, hein, donc, et qui a déjà fait un premier travail vraiment de défrichage, et j'ai eu vraiment la joie de rencontrer deux patientes qui m'ont fait des commentaires extrêmement pertinents sur notre site internet, et surtout sur le fait finalement qu'il était très peu adapté à leurs besoins et à leur langage. Voilà, donc voilà toutes les questions qu'on s'est posées avec l'implication de nos patients en recherche clinique. Alors, et si on les impliquait aussi sur les priorités, sur la stratégie générale, sur le choix des essais? Et si on les impliquait aussi dans la rédaction, dans le design des essais cliniques et dans le déroulement vraiment dans la conception plus opérationnelle de l'essai, dans les réunions qu'on a avec les investigateurs, dans les comités de revue de nos données et dans le management opérationnel et la communication sur les essais cliniques que je vous en ai parlé. Voilà, donc ça c'est pour le futur, hein, donc avec un besoin d'échange de plus en plus important avec les patients, de façon à beaucoup mieux construire, et puis tout en restant dans un cadre légal, un encadrement très, très précis, également avoir dans la déclinaison pratique et opérationnelle quelque chose qui soit le plus adapté possible pour nos patients. Je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup.